bout du jour sur la première. Eddy Kakelbergs. Nous avons ce soir, au bout du compte, l'occasion de dresser le bilan d'une société, la nôtre, telle qu'elle se dessine, notamment chez nous en Belgique, dans le mariage entre le libéralisme, parfois qualifié de post-libéralisme, la chute d'un certain nombre de modèles, notamment liés au capitalisme mondialisé, et puis la chute aussi des formules classiques de la social-démocratie et l'émergence des populismes. Qu'est-ce que cela donne comme mix et comme réaction aussi de la part de la société civile? Nous allons l'envisager ce soir avec le professeur et sociologue de l'UCL Jean Demeunk, qui théorise à ce propos, et Brieux Wathelet, porte-parole de la campagne Tam Tam, mouvement de société qui s'installe depuis quelques semaines au cœur de la contestation de modèles chez nous. Ils s'expriment tous deux au bout du jour. La première, 19h-20h. Au bout du jour, Eddy Kakelbergs. Bonsoir Jean Demeunk. Bonsoir. Lorsque, en 1989, Oui. le mur tombe, certains disent c'est la fin de l'histoire et le triomphe d'un modèle. Aujourd'hui, vous, on va y venir, vous dressez les ruptures et les impasses du modèle actuel en disant nous sommes même à un changement de cap. Ça veut dire que ce libéral capitalisme que nous annonçait comme la solution historique a failli? A totalement failli. 1989, c'était quand même un moment de grand enthousiasme pour l'Occident, pour l'Ouest. C'était la fin du totalitarisme. Certains en ont déduit, malheureusement majoritaires, que désormais le capitalisme avait fait ses preuves et qu'il n'allait plus produire de contradictions dramatiques comme celles qu'on avait connues pendant 150 ans. On est maintenant à peu près 20 ans après ou 25 ans après. Ce n'est pas ça qui s'est produit. Ce qui s'est produit, c'est la crise de 2008-2010, c'est-à-dire une crise interne au capitalisme financier, et ce sont des retombées dramatiques, tant sur le plan écologique que sur le plan social, qui en 10 ans ont véritablement déstructuré le monde politique d'Europe de l'Ouest. Nous sommes devant une très grave crise du capitalisme. Je vous cite 2 fois dans un article que vous publiez sous le titre « La tentation libérale populiste des Européens » et je vous cite 2 extraits de votre propos. « Un chantier idéologique et politique tout à fait nouveau s'est ouvert en Europe. Il peut nous conduire à une sortie non seulement de l'État social, mais même de l'État de droit. » Et vous dites par ailleurs, la christo-social-démocratie est entrée en décomposition, des tendances autoritaires ont refait surface en Occident. Donc ce n'est pas que ce libéral capitalisme, c'est aussi son pendant ou son parèdre politique, ce que vous appelez la christo-social-démocratie, qui s'est affaissée. Qui s'est affaissé et qui est véritablement en voie d'effondrement. On peut espérer que ce ne soit que passager et que le modèle social-démocrate survive et retrouve de nouvelles forces. Il n'est pas dépassé ? Je ne pense pas. Le modèle social-démocrate correspond véritablement à une vision de la société. C'est une des 3 visions structurantes du politique dans nos sociétés modernes. Il y a le libéralisme qui représente une société comme un ensemble d'individus qui passent des contrats. Il y a le conservatisme qui représente la société comme un peuple qui est uni par des valeurs. Et puis il y a la social-démocratie qui, au fond, représente la société comme un ensemble de groupes qui sont en coopération et en conflit permanent. Ce modèle-là, à mon avis, n'est pas épuisé. Mais il est vrai qu'à certaines périodes de l'histoire, une des 3 tendances disparaît. C'était déjà le cas, il faut s'en souvenir, dans les années 70, avec le libéralisme. Qui eût cru, dans les années 70, que le libéralisme allait redevenir la force idéologique majeure? Or, ça a été le cas. Ce n'est plus tout à fait le cas, parce que désormais, l'autre force, celle du conservatisme, ressurgit sous les oripeaux du nationalisme. Oui, on a entendu certains réclamer d'ailleurs dans des rangs libéraux un canal libéral conservateur. Oui. Vous dites, si le souverainisme venait à prendre la commande des États, une vraie menace planerait sur le capitalisme européen. Donc, c'est carrément le capitalisme aussi qui pourrait être mis en cause. Or, souverainisme, on voit à Washington une forme de souverainisme, ça c'est évident, mais il y a des tentations souverainistes chez nous. Il y a des tentations souverainistes et je pense que le propre du souverainisme, c'est qu'il est très indéterminé quant à sa politique économique. Regardez bien Marine Le Pen et ça a été la raison de son échec. Le parti du Front National était partagé entre la restauration d'une sorte d'État gaulliste, d'État souverainiste et donc interventionniste, et d'autre part, il y a une frange néolibérale également présente dans le Front National. Donc, il y a là une indétermination des partis nationalistes
qui permet justement à des partis libéraux désormais de faire une alliance, parce qu'il s'agit justement de faire alliance avec la frange des partis nationalistes qui ne contestent pas le néolibéralisme sur le plan économique. Brioat, le bonsoir. Bonsoir. Il y a, par ces temps donc d'incertitude sur les familles politiques classiques, des mouvements qui émergent. Ces heures-ci, on a vu réémerger, c'était déjà une première fois le cas l'été dernier, e-change comme mouvement. Vous avez la coordination en main d'un mouvement qui, depuis quelques semaines ou mois, lance des actions. C'est le collectif Tam Tam, on va dire, au sens large, avec des syndicats, des organisations diverses et variées d'ailleurs. Je vous relis un autre extrait du texte de Jean Demain qui dit « Les peuples votent tout simplement pour ceux qui promettent de leur rendre le pouvoir de décision ». Il dit ça dans le cadre de la tentation du compromis libéral-populiste. Cette promesse-là de donner ou de redonner du pouvoir de décision, vous pensez qu'elle peut venir d'autres types de mouvements que de ceux-là ? Moi, j'en suis absolument convaincu. D'abord, la campagne Tam Tam, elle a pour objectif d'éveiller les consciences sur la question du néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est cette école de pensée qui croit en la capacité du marché, des règles du marché, de prendre le pas sur différents aspects de la vie sociale des individus. Et force est de constater, et là je rejoins l'analyse de Jean Demain, qu'il y a quand même eu un échec des modèles actuels, parce qu'on se rend compte actuellement que l'accroissement des inégalités, c'est ça qu'il s'agit. Il y a un accroissement important des inégalités, crée de la misère sociale, crée de la révolte, crée une situation dans laquelle potentiellement les peuples et les individus commencent à s'orienter vers des offres politiques qui sont aux extrêmes. Alors nous, ce qu'on veut faire, c'est deux choses. La première, c'est qu'on veut essayer d'expliquer des logiques, d'expliquer en quoi est-ce que depuis les années 80, différents secteurs, différents pans de la société, comme la justice, le travail, la santé, sont en proie à l'extension des mécanismes de marché. Ça, c'est une première chose qu'on veut faire. Et puis, on veut aussi pointer des mesures politiques concrètes, des exemples qui illustrent ces logiques. Et moi, je suis le coordinateur et le porte-parole de la campagne Tam Tam. Alors évidemment, on a eu beaucoup, quand on est entré en campagne il y a 3 semaines, on a eu beaucoup de réactions du MR, mais aussi de Maguine Bloch. Et ce qui est absolument frappant, c'est de voir que l'ensemble des attaques ont d'abord été concentrées sur la forme d'action, au lieu de contester le fond. Donc il y a d'abord eu une attaque très très ciblée sur la forme, en disant qu'on était une récupération des partis politiques, etc. Et par ces attaques frontales sur la forme, moi j'y vois 2 sortes d'enseignements. Le premier enseignement que j'en tire, c'est qu'en fait on a visé juste. On a visé juste parce qu'il n'y a pas d'ennemi plus mal à l'aise que celui qui attaque sur la forme plutôt que sur le fond. Donc je pense qu'on a touché juste. Évidemment, on a touché juste puisqu'on parle de la santé, quelque chose qui concerne tous les citoyens, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, enfants, jeunes, vieux, femmes, on parle d'un sujet central. Ça, c'est le premier enseignement que je tire. Je pense qu'on a touché extrêmement juste. Après, il y a un deuxième enseignement, c'est que le gouvernement actuel a un vrai problème avec la société civile organisée. Et ça reflète quelque chose de extrêmement important qu'il faut souligner, c'est que dans notre pays, on a une démocratie institutionnelle, une démocratie parlementaire qui est extrêmement importante, organisée autour des votes, des scrutins. Mais à côté, c'est la démocratie sociale. Et notre démocratie sociale, elle permet précisément de faire entrer dans le jeu politique des acteurs sociaux qui ont un point de vue très très important à faire valoir. Et cette démocratie sociale est complètement niée par le gouvernement actuel. Jean Demain, je vous recite toujours, dans votre texte, vous dites « Le gouvernement, je vous cite, un baroque de Charles Michel mérite d'être pris au sérieux. Il constitue le laboratoire d'une nouvelle forme de gouvernement. » Oui, je pense que véritablement c'est le propre de l'expérimentalisme belge. Le gouvernement Michel est né d'une conjoncture très particulière, assez microscopique, puisqu'il s'agit de cette conjoncture typiquement belge avec des Flamands, des Wallons, des Bruxellois, etc. Mais en fait, et là c'est le sociologue, si vous me permettez, qui parle, cette conjoncture rejoint des processus globaux beaucoup plus important, et il devient en quelque sorte un laboratoire au fond d'une alliance contre nature, entre des libéraux qui croient aux droits de l'homme, qui croient au marché, des libéraux qui sont plutôt hostiles à la verticalité de l'État, qui sont plutôt hostiles aux frontières, qui d'une certaine façon rêvent de les effacer, que ce soit pour les produits, les capitaux, les services ou les personnes, d'un côté, et d'un autre côté, des populistes, qui ont en fait, si on y réfléchit bien, l'agenda idéologique inverse. Ils ont des postulats qui ne sont pas libéraux,
Ils désirent de l'autorité, ils désirent de la frontière, ils ne sont pas regardants sur les droits fondamentaux. Et donc, la véritable expérimentation, c'est de trouver les zones d'intersection qui permettent de créer non seulement un programme, mais un style politique qui est nouveau. Jusqu'où peut-il aller, ce mariage? Vous citez en 4 points les 4 piliers du libéral populisme. La politique sécuritaire, on a déjà fait plein d'émissions. Je pense que tout le monde qui nous écoute voit ce que vous visez. Vous dites un deuxième pilier qui consiste à dénoncer la rage taxatoire, le libéralisme qui veut effacer le piège fiscal et sur lequel manifestement des partis comme la NVA, un parti populiste, peuvent se retrouver. Vous dites par ailleurs, les droits fondamentaux, vous venez de l'évoquer, constituent un point délicat parce que les néolibéraux les avaient placés au cœur de leur idéologie, les populistes n'en ont cure, mais vous dites, les libéraux peuvent mettre de l'eau dans leur vin. Et puis, vous dites en 4, il faudrait critiquer la configuration de la société civile qui a fondé l'État social. Ça, vous rejoignez ce que vient de dire Brieux-Wathelet. Ah oui, je pense que effectivement, c'est la caractéristique du mouvement dont parle Brieux-Wathelet. Si vous voyez ce qui est en train de se passer, je veux dire que comme sociologue, je suis à la fête, parce que la société bouge. Elle bouge terriblement et nous ne savons pas très bien où elle va. Mais on se trouve devant une pluralité de mouvements. Avant-hier, eChange se constitue. C'est un ensemble de membres de l'appareil d'État, en un sens étendu, de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires très honorables, de responsables d'entreprises, qui se posent la question de savoir comment ils vont gouverner demain, compte tenu de la montée aux extrêmes des opinions publiques, et qui proposent un discours très consensuel, qui permettrait de fonder quelque chose comme un nouveau centre. Alors ça, c'est pour les élites. Vous avez d'un autre côté un mouvement comme le Parc Maximilien, qui me semble extrêmement important, parce qu'il s'agit de citoyens on ne peut plus ordinaires, qui à un moment donné disent pour des raisons morales, ça suffit. C'est terminé. Là, on refuse d'aller plus loin et qui sont prêts à la désobéissance civile. Et cela, pour des raisons morales, beaucoup plus que politiques. Vous trouvez là-dedans des libéraux comme des socialistes. Et puis, vous avez un mouvement comme celui de Brieux-Wathelet qui vient de parler, qui, en fait, est un mouvement plus social-démocrate qui représente des organisations qui médiatisent, en fait, l'opinion publique, qui représentent des intérêts de magistrats, de syndicalistes, de mutuelles, donc de clients, de patients, etc., en matière de santé, et qui se constituent pour dire attention, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas simplement une péripétie de plus dans un modèle qui reste stable, on est en train de changer de modèle. Brieux-Wathelet, désobéissance civile. Est-ce que vous diriez que la campagne Tam Tam, dont je sais que vous ne vous en êtes pas caché, elle va encore prendre d'autres secteurs en considération, c'est dans le temps que vous vous inscrivez, si vous avez séquencé les sujets, est-ce que c'est une forme d'appel à la vigilance toute simple ou à la désobéissance civile ? Mais c'est pas un appel à la désobéissance civile. Mais je vais faire un petit détour pour pouvoir répondre à la question. D'abord, le fait qu'il faut reconnaître, c'est que le social est rempli de conflictualité permanente. Il est zébré de violence, de racisme, d'oppression, d'exclusion. Et que ces populations qui vivent ces oppressions quotidiennes, ces violences physiques parfois, ces violences institutionnelles, ont certainement une forme de révolte et d'indignation qui naît. Et que par rapport à l'accroissement des inégalités correspond aussi un accroissement de cette violence ressentie au sein de cette population, qui prend des formes diverses. Et si on accepte ce fait-là, il faut accepter que face à ces violences institutionnelles qui s'accroissent, puissent correspondre des modes d'action qui sont eux aussi directement proportionnels aux attaques qui sont ressenties. Et donc, désobéissance civile, au sein de la campagne Tam Tam, il y a des collectifs qui vont certainement prendre le pas de la désobéissance civile. Alors, la désobéissance civile, c'est très large. Mais il faut vraiment revenir d'abord sur le fait du social qui est conflictuel. Et moi, j'aimerais aussi pouvoir réagir par rapport à ce que M. Deminck dit, et sur eChange ou sur tous les partis en Europe qui se disent ni de droite, ni de gauche, etc. Eh bien, en fait, c'est précisément une forme de dénégation de cette conflictualité intrinsèque qu'il y a dans le social, cette conflictualité s'institutionnalise à travers cet axe droite-gauche. Et donc, si on dénie cette réalité-là, c'est certainement qu'il va y avoir une forme de violence qui va être refoulée, et refoulée où ? Aux extrêmes, au vote des extrêmes. Trump est le produit de cette dénégation du fait sociologique que le social est profondément violent. Est-ce que ça veut dire que Tam Tam, et peut-être d'autres mouvements ultérieurs, prend son camp politique en quelque sorte en disant au gouvernement actuel, aux formules qui s'installent un peu partout en Europe pour l'instant, dégagez ?
Pour reprendre une formule qui était chère à la campagne française. Mais on leur dit pas dégagez. Nous, on se base à la fois sur des expertises scientifiques qui nous montrent qu'effectivement, il y a des évolutions très très graves en termes de chiffrés qui nous montrent que la réalité des gens va encore être aggravée, la situation des gens va être aggravée, et on essaie de partir du vécu des gens, parce que on peut faire de la politique dans un cénacle, mais à un moment, il va falloir quand même considérer les faits sociaux à travers les gens qui les vivent. Et c'est ça l'objectif de la campagne Tam Tam, c'est à la fois d'avoir des profs d'université qui peuvent nous indiquer les tendances lourdes qui traversent les secteurs, mais aussi de pouvoir comprendre les faits sociaux à travers les gens qui les vivent, et donc de pouvoir se doter d'outils et de témoignages, etc., pour faire ressurgir au sein des institutions démocratiques ces réalités et ces vécus. Au bout du compte, pour vous, et je reviendrai ensuite également en conclusion vers vous, Brio Wathelet, mais vous, Jean Deminck, vous sous-titrez également in fine en disant une inquiétante dérive de l'État démocratique en Europe. Est-ce que nous sommes encore à l'inquiétante dérive quand on voit les résultats encore en Italie ici, la Pologne, la Hongrie, la Croatie, la Slovénie, la Slovaquie, l'Autriche, et on pourrait en rajouter la Serbie, Marine Le Pen au second tour, etc., etc. C'est une question que je pose beaucoup ces temps-ci, mais est-ce que nous sommes encore dans la dérive ou est-ce que nous sommes simplement dans l'état de fait? L'Europe est majoritairement constituée maintenant à la droite populiste, voire l'extrême droite. Je ne dirais pas qu'elle est majoritairement d'extrême droite ou populiste. Il y a des tendances très fortes d'extrême droite et de populiste qui reposent notamment sur l'incapacité des élites christo-social-démocrates de reformuler un projet. L'état de tétanie dans lequel se retrouve aujourd'hui la Commission européenne est particulièrement éloquent. Ils sont incapables de formuler le moindre projet politique de réponse à cette montée des nationalismes. Et lorsqu'on est dans ce genre de situation, on est dans une situation d'incompréhension profonde du mouvement. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un problème qui concerne la construction de l'État en Europe. La population vote pour des partis populistes, notamment pour cette raison qu'elle a le sentiment d'un délabrement de l'autorité publique. Délabrement de l'autorité publique qui a été porté par le néolibéralisme, par idéologie. On a horizontalisé l'État, on a fait disparaître les frontières et on a donné le sentiment qu'une démocratie se résumait aux droits fondamentaux comme s'il n'y avait pas, dans une démocratie, une volonté populaire qui devait s'exprimer à travers un appareil politique. Ce délabrement de l'État, la classe dirigeante néolibérale ne parvient pas à l'affronter et à imaginer une nouvelle forme d'État qui pourtant pourrait exister. Et donc on voit apparaître des formes embryonnaires comme ça, difficiles, de restauration de l'État. Macron est une des formes technocratiques, je dirais, mais c'est la tradition française, c'est simonienne, enfin. Il y a un appareil d'État, il peut jouer la verticalité. Et chez nous, ce que nous voyons apparaître, c'est quelque chose d'un peu plus laid, c'est une forme de visibilisation de l'État sous son aspect répressif. On mobilise de plus en plus la sanction, on mobilise la répression, on mobilise le contrôle, on mobilise la surveillance pour faire exister un État qui a effectivement perdu son assise. Personnellement, je crois que Brio Wathelet serait d'accord, que l'État social-démocrate n'est pas un mauvais candidat pour répondre à ce besoin. Mais j'attends des élites social-démocrates capables d'en reformuler le projet. Est-ce que ça veut dire au bout du compte, Brio Wathelet, que Tam Tam est un appel à un certain nombre d'élites ou de partis ou de tendances, ou est-ce qu'il compte se transformer, ce mouvement, en parti ou proposition alternative politique ? Non, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de volonté de se transformer en parti. Par contre, il y a la volonté de se transformer en mouvement social. Et ça, c'est tout à fait clair. Donc d'essayer de faire en sorte que les gens se réapproprient leur vécu et transforment cette force et cette révolte, cette indignation qu'ils ont en capacité, en force de changement, en force propositionnelle aussi, à un moment. Et allez, si c'est le mot de la fin, moi j'aimerais pouvoir aussi dire... moi je fais partie de la génération où on m'a systématiquement matraqué que le système économique et social tel qu'on nous le présente est la meilleure voie et qu'il n'y a au final pas d'alternative. Je fais partie de cette génération-là. Je m'oppose à ce discours-là et je sais et je comprends que pour pouvoir transformer les institutions sociales et politiques actuelles, il va falloir certainement un mouvement social qui est fort. Et pour pouvoir construire un mouvement social, il faut un élément qui, je pense, manque pour le moment, c'est de l'espoir, parce que l'espoir, c'est la force motrice
de changement qui doit pouvoir être amené demain. Et c'est l'ambition de la campagne Tam Tam, c'est d'essayer de montrer aux gens que des alternatives sont possibles et que de l'espoir, il y en a et qu'il faut du coup fédérer nos forces pour pouvoir amener les changements que l'on veut. Merci messieurs, la formule était un peu inhabituelle d'en recevoir deux invités conjointement, mais cela valait la peine d'échanger entre point de vue et générationnel également sur cet état du monde et de notre pays et de l'Europe tel qu'il va. Merci d'être venu ce soir au bout du jour. Merci.